Histoire Géo Tableau te parle aujourd'hui des États-Unis et le monde depuis 1918. Voilà, alors ce chapitre s'inscrit dans une des grandes parties du programme d'histoire de terminale qui s'intitule Les chemins de la puissance. Alors ce terme de puissance, il est au cœur de tout ce chapitre. Il n'est pas question ici d'étudier l'histoire des États-Unis pour eux-mêmes, mais de quelle manière est-ce qu'ils ont pu exercer cette puissance dans le monde. Alors déjà la puissance, qu'est-ce que c'est? Pour ce faire, on va s'appuyer sur les propos d'un intellectuel français qui s'appelle Raymond Aron, A-R-O-N, voilà, qui est un historien, géopoliticien, qu'on qualifiait d'ailleurs souvent d'atlantiste. Atlantiste, c'est un terme déjà intéressant qui nous permet d'introduire notre sujet. Voilà, on va dire de quelqu'un qui est atlantiste, qu'il est favorable à une coopération étroite, voire à une alliance même entre les États-Unis et l'Europe, de part et d'autre de l'Atlantique justement. Voilà. Et donc ce Raymond Aron disait à propos de la puissance que c'était la capacité d'imposer sa volonté aux autres. Voilà. Et c'est un élément central. Si on veut le préciser un petit peu, on peut dire que la puissance d'un pays, elle repose sur trois piliers. Le premier, pourrait-on dire, c'est la capacité à faire des choses. C'est-à-dire en clair avoir du pouvoir. La seconde, c'est la capacité également à ne pas faire. Ne pas faire, c'est-à-dire qui révèle l'indépendance d'un pays, sa capacité à dire non aux autres en clair. Et puis la troisième, donc, qui se rapproche le plus près de cette définition qu'on vient de donner de Raymond Aron, qui est la capacité à faire quelque chose à d'autres pays, et donc on évoque ici le pouvoir d'influence. Voilà. Alors, cette puissance des États-Unis, elle est présente dès le début du XXe siècle. Puis on va parler pendant la guerre froide de superpuissance. Et puis dans les années 90, il y a un ministre des Affaires étrangères français qui va même parler d'hyperpuissance pour qualifier les États-Unis. Donc tous ces termes, tous ces superlatifs consacrent le rôle qu'a joué ce pays dans les affaires du monde depuis des décennies. Alors si on parle justement de puissance, c'est parce qu'elle repose sur des bases qui sont plurielles. On ne peut pas se dire puissant au simple prétexte, je ne sais pas, qu'on possède la bombe atomique par exemple. Ces bases pour les États-Unis, elles sont diplomatiques, elles sont militaires, elles sont économiques bien sûr aussi, mais au-delà de toutes ces bases, cette puissance, elle résulte aussi d'un sentiment qui est partagé par beaucoup d'Américains, qu'ils ont une mission presque à une mission universelle, à diffuser leurs valeurs, et donc ça relève d'une volonté politique. On va reparler un petit peu plus loin de tout ça. Mais pour autant, cet engagement dans les grandes affaires du monde, ce n'est pas une constante de la diplomatie états-unienne depuis le XXe siècle. On peut dire que cette diplomatie, dans sa relation au monde, elle oscille selon les périodes entre une ouverture, une envie de s'intéresser aux affaires du monde qu'on appelle l'interventionnisme. Ça, c'est des termes qu'il faut tout de suite connaître. Donc interventionnisme pour qualifier donc cette volonté de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et puis à d'autres périodes, il y a eu plutôt ce qu'on appelle l'isolationnisme. Voilà. L'isolationnisme qui est un petit peu la tentation du repli. De se replier sur ses frontières intérieures avec ces deux grands océans de part et d'autre du continent américain. Voilà. Et donc la problématique de ce chapitre finalement va nous permettre de nous demander en fait comment s'est manifestée cette volonté de puissance, tout simplement, mais on va également insister dans la problématique sur à quel degré est-ce que cette puissance s'est exprimée depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Voilà. Et pour ce faire, donc, on va développer un plan très classique, chronologique, donc en trois parties, où on verra dans une première partie d'abord que le courant isolationniste est particulièrement important, donc l'isolationnisme de la première période jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en gros, et puis on va parler à propos de la période qui suit, donc qui s'ouvre avec la guerre, d'un engagement total cette fois-ci, pendant toute la période de guerre froide jusqu'en 1991. Et puis enfin, dans la dernière partie, on va s'efforcer d'éclairer la position internationale des États-Unis aujourd'hui, alors autour de cette notion d'hyperpuissance que j'ai citée tout à l'heure, mais on le proposera sous une forme interrogative pour essayer de faire le point un petit peu sur la position de ce pays aujourd'hui dans le monde. Bien, grand 1 donc, je répète au niveau des dates, donc 1919-1941, où l'on va parler donc d'un
l'isolationnisme, mais attention, on va le qualifier dès le titre général de relatif. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc le grand A, où on se place au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc en 1918, où l'on va parler, pour cette première période, d'une volonté d'engagement. Voilà, donc un petit peu paradoxal avec le titre général. Cette volonté d'engagement, en fait, elle est incarnée par un homme, le président des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle donc Wilson. Je commence par une petite citation de Wilson qui disait en 1919 « Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation, il parle des États-Unis, et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. » Voilà, et je pense que cette phrase de Wilson, elle illustre tout à fait ce projet que portent les États-Unis, un projet qu'on peut qualifier d'universaliste, de messianique presque. Il y a une mission dans le rôle des États-Unis, et ça c'est résumé par une formule qu'il serait bon de retenir, qu'on appelle la destinée manifeste. Voilà, la destinée manifeste. Alors c'est pas un concept inventé par Wilson, il est présent aux États-Unis dès le 19e siècle, mais il dit en clair que la Providence, ou Dieu, a confié une mission aux États-Unis qui est de diffuser leurs valeurs et leurs institutions qui sont considérées par beaucoup d'Américains comme supérieures. Et c'est au nom de cette mission que le président Wilson va proposer, lors des accords de paix qui suivent la Première Guerre mondiale, son programme en 14 points, puisque c'est ainsi qu'on le résume, et qui est illustré par cette caricature, puisqu'on parle à ce propos d'un projet idéaliste, vous voyez le idéalisme sur le saladier que tient Wilson ici, donc un projet idéaliste de nouvel ordre mondial basé sur une sécurité collective, sur une solidarité entre les nations en cas d'agression. Bref, ce qu'on pourrait synthétiser par une formule qu'on le retrouvera plus tard, qu'on appelle donc le multilatéralisme. Voilà, donc multilatéralisme, encore un concept important à retenir, qui suppose ce côté collectif et le fait d'essayer d'obtenir l'adhésion des autres nations au projet porté par les États-Unis. Voilà. Et parmi ces 14 points de Wilson figure l'ambition de créer une société des nations. Vous le voyez sur cette caricature ici, League of Nations. Et on comprend, à travers cette caricature, que certains s'opposent fortement et considèrent que voilà, c'est un projet utopiste. Et effectivement, la bulle que Wilson sur cette caricature est en train de gonfler va bien vite éclater. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le grand B, puisque on va parler donc de la puissance des États-Unis au lendemain de cette Première Guerre mondiale, mais une puissance sans interventionnisme. Voilà. Sans interventionnisme, ça tient. Voilà. Ah oui, alors attention, parce que donc l'interventionnisme, finalement, c'est ce que prenait un peu Wilson, mais malheureusement, Wilson va se heurter à de nombreuses oppositions. Voici une deuxième caricature pour essayer de synthétiser un petit peu les inquiétudes autour de ce projet. Une part de l'opinion publique américaine craint que les États-Unis, finalement, ne se retrouvent contraints par cet accord de Société des Nations, lié aux autres pays. On aperçoit sur cette caricature la Grande-Bretagne au fond à gauche, on aperçoit également le Japon à droite, et puis les nations européennes à droite au premier plan. Voilà, en clair, voilà, les États-Unis sont contraints et sont liés, et c'est ce que refuse une partie de l'opinion publique américaine, et c'est le courant majoritaire qui va l'emporter, et qui fait qu'en 1920, le Sénat américain va refuser de ratifier ces accords de paix conclus à Paris au nom de l'isolationnisme, c'est-à-dire va refuser de les mettre en œuvre dans son pays. Et donc, ça va contraindre Wilson à abandonner ce projet de SDN, qui verra néanmoins le jour, mais sans les États-Unis. D'ailleurs, c'est une des raisons de son échec. Et donc, un repli pour les États-Unis, un repli sur leur territoire. Néanmoins, il faut faire attention, puisque, je reprends le titre, la puissance sans interventionnisme, dans les années 20,
Il y a un repli, mais il faut le nuancer parce que sur le plan économique en particulier, les États-Unis sont très présents sur la scène internationale. Ils concurrencent le Royaume-Uni comme première puissance économique mondiale. Ils sont déjà la première puissance industrielle mondiale. Ils détiennent au lendemain de la guerre en 1919, c'est un chiffre que vous pouvez noter, 45% du stock d'or mondial. Donc ça leur donne une influence énorme. Ils assurent à eux seuls le tiers des investissements dans le monde. Et ainsi, ils vont pratiquer ce qu'on va appeler dans ces années 20 la diplomatie du dollar. Voilà. C'est-à-dire une diplomatie basée sur leur puissance économique. Cette diplomatie, elle s'exprime par exemple par les investissements nombreux qui vont être faits en Allemagne, ce qui fait que les États-Unis vont participer à la réintroduction de l'Allemagne dans la diplomatie internationale après la guerre. Ils investissent également beaucoup dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine. Voilà. Et c'est donc à travers ces investissements économiques, eh bien, ils influent néanmoins la marche du monde. Voilà pourquoi on parle parfois, à propos de cette période des années 20, de la puissance sans la politique qui va avec, puisqu'il n'y a pas cette volonté politique d'étendre ses idées au monde. Alors, on avance un petit peu. Troisième sous-partie dans le grand C. Que se passe-t-il dans les années 30 ? Eh bien, nous allons parler à ce propos du retrait des États-Unis. Donc le retrait des années 30, parce que cette fois-ci, on peut vraiment considérer que leur isolationnisme est réel pendant cette décennie. Alors il y a d'abord les effets de la crise de 1929 qui font que les États-Unis vont rapatrier une grande partie de leurs capitaux, qu'il y a aussi le profond pacifisme de la société américaine. Bref, le Congrès américain va voter des lois de neutralité au moment de la montée des périls en Europe à partir de 1935. Et puis, on peut aussi évoquer des associations puissantes qui vont promouvoir l'isolationnisme auprès de la population. Retenez par exemple l'America First Committee, vous voyez le nom s'inscrire sur l'image qui vient d'apparaître. C'est une association qui est menée par une personnalité qui dispose d'une grande influence aux États-Unis. Il s'agit de Charles Lindbergh. Lindbergh qui est le premier aviateur qui a franchi l'océan Atlantique. Alors ça lui a donné une notoriété terrible et il va jouer de cette notoriété au travers de conférences à la fin des années 30 et encore en 1940 comme sur cette image, où il va promouvoir cette idée que les États-Unis n'ont pas à s'impliquer dans la politique mondiale. Voilà. Et on constate que fin 1938, c'est quelques chiffres que vous pouvez noter, fin 1938, lorsque les périls montent en Europe, 95% des Américains sont opposés à la participation de leur pays à un conflit européen. Donc 95% des Américains contre l'entrée en guerre de leur pays. Et puis, à la fin de l'année 1941, on constate que 96% des Américains, cette fois-ci, approuvent l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu plusieurs choses. Le choc provoqué par la rapidité des attaques allemandes en Europe, en France en particulier, le rôle personnel que va jouer le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, pour convaincre ses compatriotes, et puis, pour terminer, bien sûr, l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor en décembre 1941 qui va finir de convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Ainsi, donc, à partir de 1941, les États-Unis prennent la tête de la Grande Alliance et on va voir que pendant cette guerre et à l'issue de cette guerre, c'est l'objet du Grand 2 maintenant, le pays va assumer ses responsabilités de grande puissance. Ce sera le titre de ce Grand 2 de 1941 donc, à 1989. Nous allons évoquer donc les responsabilités assumées. Voilà, responsabilités assumées par la superpuissance que sont devenus les États-Unis. Puisqu'à l'issue de la guerre, la suprématie des États-Unis est absolument sans partage dans tous les domaines, ce qui va permettre aux États-Unis, on va le voir dans un grand tas, d'être les architectes de ce monde nouveau qui est en train de sortir des ruines de la guerre. Donc les architectes d'un monde nouveau. Voilà donc le titre du petit A. Voilà, donc, architecte d'un monde nouveau. Eh bien oui, dès 1941, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, on peut citer ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Charte donc, de l'Atlantique,
qui est une rencontre entre le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill, qui vont poser les bases déjà de la Société des Nations Unies qui verra le jour en 1941, et ça montre donc l'implication des États-Unis dans l'affaire du monde. Et puis donc lorsque la guerre est achevée, dès 1945, les États-Unis, à travers un certain nombre d'alliances, d'accords et d'organisations, vont se poser voilà, comme ceux qui installent les bases de ce monde. Alors c'est vrai par exemple dans le domaine économique avec les accords de Bretton Woods. On en reparlera dans un chapitre ultérieur en histoire, mais notez déjà donc que Bretton Woods sont des accords qui ont pour ambition d'assurer une stabilité économique au monde et qui consacrent le dollar, monnaie des États-Unis, comme la monnaie de référence au niveau mondial. C'est vrai également au travers bien du plan Marshall, ce plan à travers lequel les États-Unis vont proposer à l'Europe une aide massive, financière et matérielle, pour sa reconstruction. Pour mémoire, voici une affiche qui avait pour objectif de vanter en Europe tous les bienfaits qu'apporteront les États-Unis à travers ce plan Marshall. Et on retrouve sur cette affiche la dimension atlantiste, déjà qu'on évoquait précédemment, et puis ce côté messianique de la destinée manifeste des États-Unis. Vous voyez en arrière-plan cette silhouette de la Statue de la Liberté qui va éclairer l'Europe de ses lumières. Donc on est véritablement avec cette affiche dans une caricature, cet interventionnisme américain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors il se traduit également par exemple par les accords du GATT, G-A-2-T, toujours en 1945, qui impose la philosophie du libre-échange à l'ensemble du monde occidental, et ça profite à la puissance commerciale des États-Unis. Bien évidemment, on peut citer également la confortable majorité qu'obtiennent les États-Unis lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, avec un poste permanent au Conseil de sécurité qui leur donne un droit de veto. Et puis enfin, l'arme atomique, qui a été mise au point en 1945, qui a révélé sa terrible capacité de destruction et qui confère une puissance militaire incomparable aux États-Unis. Voilà, donc il va très vite y avoir les tensions avec l'URSS dans le cadre de la guerre froide, bien sûr, que la puissance des États-Unis va se consolider et va se doter des instruments et des réseaux qui sont nécessaires à son épanouissement en temps de paix. Alors, on peut citer bien sûr ce qu'on appelle la pactomanie des États-Unis dans les années 1950, la pactomanie, c'est-à-dire cette volonté de signer des accords de défense avec différents partenaires à travers le monde. Vous retiendrez par exemple en 1949 l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui scelle l'alliance militaire entre les États-Unis et ses partenaires d'Europe occidentale. Bref, l'hégémonie s'affirme au cours de ces années 50. L'hégémonie, j'écris le terme, l'hégémonie pour qualifier une puissance très importante, presque sans partage, des États-Unis. D'ailleurs, Raymond Aron, qu'on évoquait tout à l'heure en introduction, parlait pour les États-Unis à propos de cette période d'une république impériale. République impériale parce que à cette époque, donc, les États-Unis exercent ce qu'on appelle l'impérialisme dans le cadre de la guerre froide, c'est-à-dire la volonté d'étendre leur modèle à une grande partie de la planète. Mais à partir du milieu des années 60, cette domination sans partage à l'intérieur du camp occidental va être quelque peu bousculée. C'est ainsi que dans le Grand B, nous allons parler du temps des incertitudes. Le temps des incertitudes, pour qualifier la manière dont les États-Unis vont se positionner, je le disais, à partir du milieu des années 1960, après la présidence de Kennedy en gros, jusqu'à la fin des années 1970. Voilà. Dans des incertitudes parce que d'abord l'URSS va s'affirmer dans certains domaines durant cette période, dans l'armement nucléaire, dans la course à l'espace par exemple. Donc tout cela fait douter un petit peu de la supériorité des États-Unis. Et puis il y a également des critiques internes au camp occidental. C'est l'époque à laquelle De Gaulle, qui est président français, vous pourrez le prendre comme exemple de cette contestation interne du modèle américain, va contester la hiérarchie qui est établie au sein de l'OTAN, va retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Et puis s'il faut citer un autre exemple de ces incertitudes, et certainement le plus évident qui va révéler tout cela, c'est la guerre du Vietnam.
Voilà la guerre du Vietnam dans laquelle les États-Unis s'engagent à partir de 1964. Alors, cette image illustre le, bah, les doutes et les contestations de l'opinion publique aux États-Unis, mais aussi en dehors, autour de cette guerre du Vietnam, dont les médias vont révéler l'ampleur à partir des années 65-67. Pourquoi? Parce que ça met à mal tous les fondements idéologiques sur lesquels repose dans cette opinion le consensus en matière de politique étrangère. Il y a eu une intervention massive et violente de leur armée, très loin de leur base, dans un pays où il n'y a pas d'intérêts vitaux pour les États-Unis, et puis donc la légitimité du containment, la volonté de contenir le communisme, eh bien, elle est mise à mal devant les méthodes qui sont utilisées par l'armée et contre les populations civiles. Voilà, ce qui fait que les États-Unis vont se retirer au début des années 70 du Vietnam sur un véritable échec, échec politique, et cela va donc amorcer le début d'une période qui est incarnée d'ailleurs par la politique du président américain Jimmy Carter, qui inaugure cette politique dite des bons sentiments, voilà, qui souhaite développer la démocratie dans le monde, mais sans véritable intervention. Et puis il va y avoir des revers internationaux, en particulier un échec suite à une prise d'otage dans l'ambassade américaine en Iran en 1979, qui vont révéler toutes les faiblesses de cette puissance qui apparaît hésiter à l'époque. Il y a une expression qu'on utilise, on parle de spectre du déclin, pour évoquer donc ce temps des incertitudes, spectre du déclin. Alors spectre c'est un fantôme, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais que l'on craint en tout cas. Et il faudra attendre les années 1980, c'est l'objet ici maintenant du grand C, pour que la puissance américaine s'exprime à nouveau dans le monde. On va considérer cette année 1980 comme une année de rupture, et on va parler au-delà de l'hégémonie. L'hégémonie, le terme qu'on a déjà utilisé, d'une hégémonie retrouvée. Voilà. Alors pourquoi 1980? Eh bien parce que ça correspond à l'élection d'un homme, Ronald Reagan. Cette image à la une du magazine hebdomadaire américain Time nous montre Ronald Reagan sûr de lui. On peut dire que cette hégémonie retrouvée s'exprime à travers un slogan utilisé par Reagan pendant sa campagne électorale, qui dit tout simplement America is, j'ai oublié le is, America is back. Voilà, l'Amérique est de retour. Et ce qui illustre le mieux cette volonté de retour des États-Unis sur la scène internationale que porte Reagan, c'est ce qu'on voit sur cette couverture de Time. Vous voyez en arrière-plan des satellites, une guerre, d'ailleurs vous pouvez le lire, Budget Battles on Star Wars, la guerre des étoiles, qu'on appelle officiellement l'IDS, Initiative de défense stratégique, par laquelle Reagan entend lancer un programme de défense nucléaire qui s'appuierait sur une surveillance depuis l'espace. Bref, en clair, il crée une rupture dans l'équilibre nucléaire qui s'était établi avec l'URSS, où on est un peu sur une situation de statu quo. Non, voilà, là c'est la reprise de la guerre froide, assumée par Reagan dans sa dimension idéologique, puisqu'il parle d'une croisade contre, et je le cite, contre l'empire du mal. Et donc, bien sûr, il faut entendre que l'empire du mal, c'est l'URSS. Donc c'est à la fois idéologique et puis c'est également géopolitique, puisque Reagan va déployer des missiles en Europe. D'ailleurs, ça va être à l'origine d'une crise diplomatique majeure qu'on appelle la crise des euromissiles dans les années 1980. Donc crise entre les États-Unis et l'URSS, une dernière grande crise de la guerre froide. Et puis le président Bush va poursuivre cette logique, le successeur de Reagan, et en 1991, lorsque l'URSS s'effondre, eh bien les États-Unis sont persuadés de la justesse de leur choix politique et de l'universalité de leurs valeurs. D'ailleurs, il y a un universitaire américain qui parle au début des années 90 de la fin de l'histoire. C'est aussi une expression que vous pouvez retenir. La fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, la fin de l'histoire? Eh bien, c'est pour dire en clair qu'il y a un idéal mondial, la démocratie de marché, portée par les États-Unis, qui a triomphé de toutes les autres idéologies et qui doit à terme s'imposer comme une évidence à l'ensemble de la planète. Voilà, donc il n'y a plus de lutte d'idéologie, et donc l'histoire est terminée avec la victoire des États-Unis lors de cette guerre froide.
Bien, alors c'est pas aussi simple que ça évidemment, puisque depuis 1991, l'histoire n'est pas terminée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, depuis 1991 jusqu'à nos jours, puisque ce sera l'objet donc de la troisième et dernière partie, eh bien, entre unilatéralisme et multilatéralisme, on va revenir sur ces termes, nous allons interroger ce concept même d'hyperpuissance qui apparaît dans ces années 1990 pour qualifier voilà, la domination sans rival désormais des États-Unis sur le monde. Et c'est une réalité, en tout cas dans les années 90, donc année 1990, ce sera l'objet du petit A de cette dernière partie, où l'on va dire que les États-Unis sont effectivement une puissance sans véritable rival. Voilà, les États-Unis sans aucun rival. Les années 90. Et oui, ils disposent de moyens sans équivalence, tant sur le plan militaire qu'économique, d'une image qui est positive, même très positive, notamment dans les ex-pays communistes d'Europe. Et ils peuvent donc choisir comment exercer leur suprématie. Alors, soit dans un cadre multilatéral, en tenant compte de l'avis des autres pays, en essayant de les intégrer dans leur politique, ou alors un retour à ce qu'on appelle parfois la tentation de la politique impériale, c'est-à-dire de pouvoir faire comme ils le souhaitent, dans la mesure où ce sont les plus forts. Et on peut dire que ce débat, entre la tendance multilatérale et puis plus unilatérale, elle traverse toute la décennie 1990, mais globalement, on peut dire que les années 90 sont marquées par cet essai de multilatéralisme qui s'exprime dès 1991 lors de la guerre du Golfe. Voilà un exemple qu'il faudra retenir. Donc la guerre du Golfe, qui est une guerre menée pour libérer ce petit territoire du Koweït qui a été envahi par l'Irak, qui est menée sous mandat de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, même si les États-Unis sont très présents militairement. Ça s'effectue donc dans un cadre d'une politique multilatérale, et puis à la volonté du président Bush, qui est au pouvoir donc au moment de cette guerre du Golfe, d'installer ce qu'on appelle un nouvel ordre international ou nouvel ordre mondial qui serait basé sur ce multilatéralisme et un rôle particulier qui serait dévolu à l'ONU. Et puis, toujours dans cette décennie 1990, pour évoquer donc ces tentatives multilatérales, on peut bien sûr citer les présidences de Bill Clinton, qui est élu en 1992 à la tête des États-Unis et qui va mener une politique dite d'enlargement, voilà, donc le nom anglo-saxon. En clair, cette politique, c'est une volonté pour les États-Unis de jouer de leur influence pour promouvoir la démocratie et le libéralisme dans le monde. Un exemple de cette politique de Bill Clinton qui est très connu, voici cette photo. Bill Clinton, il joue ici le rôle de l'intermédiaire entre, à gauche, Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et à droite, Yasser Arafat, qui est le leader de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, puisque les États-Unis sont à l'origine de cet accord de paix symbolique et historique et signé en 1993 entre ses ennemis de longue date. Et donc on voit comment les États-Unis s'intéressent aux affaires du monde et essaient de promouvoir la paix dans ce cadre multilatéral. On pourrait citer d'autres exemples liés à la politique de Clinton, l'intégration des pays d'Europe centrale, ces ex-pays communistes à l'OTAN durant la décennie 1990, et puis également l'intervention des forces américaines dans un des conflits de l'ex-Yougoslavie qui va mener à la signature des accords de Dayton aux États-Unis en 1995 qui vont mettre fin à cette guerre dans l'ex-Yougoslavie qui durait depuis 5 ans. Et cette politique menée dans ce monde d'après-guerre froide des années 90 va rapidement être modifiée. On va voir ça dans le grand B, durant les années 2000, et le changement de cap intervient avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Et on va voir que ces attentats introduisent ce que nous appellerons en titre la tentation de l'unilatéralisme, c'est-à-dire s'investir dans le monde, certes,
mais uniquement en fonction des intérêts propres des États-Unis et sans trop se soucier de ce qu'en diront les autres, en clair. On peut dire que le 11 septembre aux États-Unis relance l'esprit de croisade des États-Unis, de cette mission qui leur serait dévolue, alors de la même manière qu'ils ont pu faire la croisade contre le nazisme pendant la guerre, puis contre le communisme pendant la guerre froide. Eh bien, le nouvel ennemi, c'est le terrorisme. Au pouvoir, on trouve donc Bush, le fils de celui qui était président en 1991, donc souvent on dit W. Bush pour le distinguer. Il est au pouvoir, il est qualifié de néoconservateur et il va renouer avec donc l'unilatéralisme en assimilant le terrorisme avec la prolifération d'armes de destruction massive et puis en désignant des États comme responsables de cet État qu'on va appeler les États voyous. En américain on dit rogue states, donc des États voyous comme Cuba, la Corée du Nord, mais surtout l'Irak. Et c'est la guerre qui a lieu en Irak en 2003, donc la guerre d'Irak 2003, donc le deuxième conflit dans cette même région du Golfe arabo-persique qu'on évoquait en 1991, illustre cette nouvelle doctrine des États-Unis, puisque les Américains interviennent militairement sans l'accord de l'ONU dans une région aux intérêts stratégiques qui sont décisifs pour les États-Unis. On pense à la présence de pétrole, bien évidemment. Mais pour autant, le projet d'imposer la démocratie au Moyen-Orient est un échec, et cet unilatéralisme américain pose la puissance réelle de l'hyperpuissance dans un environnement qui est de plus en plus mondialisé. Une petite caricature pour terminer sur cette partie. On y voit George Bush à gauche qui s'approche de l'emblème de l'ONU, United Nations. Et vous voyez comment on va transformer cette organisation qui est censée justement représenter le multilatéralisme, par cet unilatéralisme porté par les néoconservateurs américains. Voilà. Alors, le grand C maintenant, dernière sous-partie, on va essayer de faire le point un petit peu aujourd'hui. On va parler de crise au pluriel et de concurrence à la puissance américaine dans le monde. Donc, crise et concurrence pour ce grand C. On peut dire que les années 2000, et en particulier cet échec de la politique américaine au Moyen-Orient, ont révélé l'impuissance de la puissance, pour citer un auteur, puisque cette puissance n'a jamais été aussi forte au regard des critères traditionnels, dans le domaine militaire en particulier, mais elle est inadaptée et fragile. D'abord parce qu'il y a une concurrence de plus en plus forte des pays émergents, de pays qui vont contester, grâce à leur montée en puissance économique, l'influence des États-Unis. Il s'agit en particulier de la Chine, qui conteste l'influence américaine sur le continent asiatique, et puis même de pays latino-américains comme le Brésil ou le Venezuela qui contestent son influence sur le continent même américain, qui était un petit peu sa chasse gardée. On peut citer également l'affaiblissement des États-Unis qui est consécutif à la crise économique de 2008, cette crise des subprimes qui a grévé la puissance économique des États-Unis dans le monde. Le poids de la dette est plus important, la dépendance des États-Unis à l'égard des capitaux étrangers, en particulier chinois, s'est accentuée. Néanmoins, ce pays conserve un rôle de premier plan, c'est grâce essentiellement à leur suprématie militaire et puis à leur influence diplomatique, culturelle, et il continue à peser sur le monde. Depuis 2008, Barack Obama, nouvellement élu, a rompu avec la politique de Bush. Cette image est hautement symbolique de cette rupture. Il s'agit de Barack Obama lors d'un discours prononcé au Caire, capitale égyptienne, en juin 2009, donc quelques mois seulement après son accession à la présidence. Il va dire dans ce discours « Aucun système de gouvernement ne peut ou ne devrait être imposé par un pays à un autre ». Voilà. Donc c'est révélateur de cette volonté de mettre fin à cet impérialisme de la part de Barack Obama. Bien sûr, ce n'est qu'un discours, ce sont des paroles. C'est lors de ce même discours que Obama va tendre la main au monde musulman. La réalité des années qui suivent est un peu plus nuancée, mais dans tous les cas, Obama a voulu renouer et renoue depuis 2008 avec ce qu'on pourrait appeler un multilatéralisme modéré, qui s'incarne par exemple par le retrait des troupes américaines d'Irak et puis la coopération avec les institutions du monde multipolaire d'aujourd'hui, comme le G20. Bien.
Quelques mots de conclusion. Nous venons de montrer comment les guerres mondiales et puis la guerre froide ont imposé les États-Unis comme la première puissance mondiale, souvent qualifiée d'impérialiste. Mais les désordres du début du XXIe siècle et puis la mondialisation croissante entraînent ce qu'on appelle parfois une certaine distanciation. Voilà un dernier mot, un des derniers mots en tout cas dans la conclusion, une forme de distanciation, comme l'ont appelé quelques observateurs, de la scène internationale de la part des États-Unis, la volonté de se mettre à distance en clair. Et récemment, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, évoquait en 2014 un monde devenu, alors oui, pour l'instant on a parlé d'unipolaire, de multipolaire, lui a parlé carrément de monde apolaire ou zéro polaire, peu importe, c'est-à-dire sans plus aucun pôle majeur d'organisation, sans puissance pour imposer des solutions. Ce monde apolaire est sans doute révélateur de notre monde globalisé.